Lâchez les bras. La tête, enlevée. Légèrement. Chaque expiration, le haut du corps est plus lourd. Expirez bruyamment. Oui, par la bouche, lâchez les amarres. On en parlait tout le temps, quoi. Je crois qu'on parlait que de ça. On parlait tout le temps de ça et de se dire, regarde, il va mieux, regarde, ça va pas. On parlait que de ça, où on allait voir les autres dans les autres modules, voir comment ça allait, les aider, parce qu'il y a eu énormément d'entraide. Parce qu'on a énormément travaillé, il nous arrivait de faire des 6 jours sur 7, en 12 heures, parce qu'il n'y avait pas le choix. Hein. C'est sûr qu'on a eu des heures sup, ça je ne le dis pas. Mais voilà, à côté, on en a pris beaucoup. Allez pas trop loin derrière, la mâchoire se détend quand vous allez vers l'arrière. Et du coup, le fait d'aller voir les autres, de discuter, d'aller aider, parce qu'il y a eu beaucoup d'entraide, d'aller aider aussi les filles à qui on avait mis des patients adultes en côté pédiatrie, d'aller les aider, d'aller les soutenir, ça nous a tous fait du bien, on s'est sentis utiles. Elles n'avaient jamais fait d'adulte, il y en a pour certaines, donc de leur expliquer comment ça fonctionne. Nous, ça nous faisait plus de boulot, mais on se disait on ne peut pas les laisser comme ça. Déjà, on les a remerciés énormément, parce que, et au bloc, ça a été pareil, on a été aidés au bloc. Et donc, ouais, je pense que ça a été une période où tout le monde a été très solidaire. Dans un sens, dans l'autre. Ok. Bassin. Pareil. Respirez. Moi, j'ai eu l'impression qu'on n'en a pas trop parlé entre nous. Moi, j'en ai beaucoup parlé avec des copines qui sont aussi médecins, en particulier 3 qui travaillaient à Bichat, mais pas en réanimation, dans d'autres services. Et je me rappelle qu'on en a beaucoup discuté entre nous, mais du coup plutôt dans la sphère personnelle. Ça ne marche pas si on rit. Entre les mâchoires, les lèvres à serrées. À chaque inspire, toute la ceinture abdominale qui se détend. Lors de la première vague, la société a été confrontée à une nouvelle réalité faite de solitude, de peur, de mort. Les soignants étaient en première ligne, là où l'horreur persistait. Comment ont-ils pu traverser cette expérience, la surmonter, la transformer? Comment survivre à tout ça? La traversée, épisode 6, sublimé. Ce qui revient souvent, enfin, quand on en reparle de temps en temps, c'est que voilà, on était une équipe qui se connaît depuis longtemps. Du coup, il y avait une bonne cohésion d'équipe, que ce soit avec au niveau aide-soignant, infirmier, mais pareil, interne, médecin et les cadres, secrétaires. Enfin voilà, c'était vraiment un travail d'équipe, de collaboration. On s'est accordé des petits temps de détente. Enfin voilà, on rigolait ensemble. On était des périodes difficiles ensemble aussi. Donc ça a beaucoup soudé, je pense, l'équipe encore plus. C'est paru moins difficile en tout cas au travail. On a, je vous dis pas bien, c'est pas bien vécu, je veux dire, mais on n'était pas démunis, on n'était jamais seuls. Enfin voilà, il y avait vraiment une cohésion et un travail en équipe qui était super important.
On en parlait, heureusement. Je pense qu'on s'entraide. De toute façon, on était un peu tout dans la même galère. Et l'hôpital aussi a fait quelque chose de bien, c'est que très, très souvent, on avait des psychologues qui montaient nous voir. Sans forcer, elles arrivaient, elles se présentaient, et de fil en aiguille, on arrivait à parler, à discuter, au moins à être entendu. Voilà, voilà, ça paraît rien sur le moment, parce que des fois on se disait ouais, faut pas abuser non plus. Et en fait, ça fait du bien de juste de le dire en fait. Avec notre psychologue Sarah, on a pu faire des réunions pour ceux qui voulaient. Elle donnait des jours, des dates. Donc on a pu se réunir avec certaines de nos collègues, discuter de cette période, discuter de certains cas qui étaient plus touchants que d'autres. Et du coup, je pense que ça a fait du bien à tout le monde de voir qu'on n'est pas seul à souffrir ou à se dire on va pas y arriver, quoi. Qu'on était tous ensemble, et le fait d'entendre d'autres personnes vous dire mais si, ça va, on va s'en sortir, regarde, c'est quand même mieux. On a été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait, on ne pouvait pas faire mieux. Et du coup, ça a fait du bien à tout le monde d'entendre la détresse de l'autre et de se dire on n'est pas tout seul, quoi, à se dire on va pas s'en sortir de ce passage complètement fou, quoi. À chaque patient, hop, à chaque mieux, on prenait ça. On se dit, voilà, il y a quand même des bonnes choses. Et le moindre petit truc qu'on prenait pour que ça fasse remonter un peu la balance. En disant, voilà, il y a quand même oui, il n'y a pas que des morts, parce qu'on entendait même à la télé, voilà, tous les jours, c'était... nous, nos patients, ils avaient la télé gratuite, surtout l'hôpital. Les patients nous disaient, non, en fait, je ne regarde pas, parce que toutes les chaînes, ça parle que du Covid, que de ça, donc même eux, ça les angoissait. Tous les patients qui s'en sont sortis, nous, c'était une petite victoire sur le Covid, quoi, si on peut dire. C'était le moment où on rigolait un petit peu, voilà, on se posait, on dit ça y est, lui il sort, lui il est bien, voilà, lui ils sont vus. Enfin, moi perso, je suis d'un tempérament optimiste, pas stressé, donc j'ai essayé même par rapport à des collègues qui sont un peu plus stressés, après c'est le tempérament, mais d'essayer d'apporter un peu de rire, un peu de machin. Perso, je pense qu'on n'aurait pas tenu s'il n'y avait pas un minimum de... Pas dire qu'on rigolait, mais on se sentait des petites blagues. Même on avait fait avec certains collègues un petit groupe WhatsApp où le soir on s'envoyait des petits messages juste de bonne nuit, ça va, on se faisait des blagues et tout. Et ça a resserré nos liens, et maintenant on est un petit groupe d'amis maintenant. Et moi je leur dis souvent, après cette période Covid, vous êtes devenus plus que des collègues. Ouais. Non, donc va plutôt dans les graves, inverser si... voilà, plutôt Sarah là. Juste l'unisson sur I. Juste chacune vos notes. Ça va, vous les avez? Ok, on essaye juste sur Mi. Mi. Ok, ouais, encore Mi. Si ça va. Ouais, en essayant de l'entendre avant de le faire. Mi. Super, mais on continue. Mais on y va. Qu'est-ce qu'on entend? Quelles sont toutes ces voix-là de femmes? Alors, en fait, il y a eu mis en place, au moment du Covid, une HDJ, c'est une hospitalisation de jour. C'est des gens qui viennent pour faire des examens, pour recevoir des traitements et qui repartent ensuite, qui ne dorment pas à l'hôpital. Et ces HDJ, comme on les appelle, elles ont été proposées aux patients, et y compris aux soignants qui étaient tombés malades, qui avaient attrapé le Covid. Et finalement, il y avait toute une question autour du souffle et de la respiration. Et une des médecins qui était revenue à l'hôpital à ce moment-là pour nous aider, donc, qui est l'ancienne médecin de l'équipe mobile de soins palliatifs, Isabelle Marin, comme elle est dans un chœur, dans une chorale, elle a proposé qu'on puisse éventuellement faire un atelier autour de la respiration et du chant, puisque ça s'inscrit aussi dans une perspective de soins qu'elle porte beaucoup, qui est le fait de faire des croisements. Et c'est d'ailleurs aussi dans cette perspective qu'on a monté un projet d'œuvre mémorielle qui est en train d'aboutir à l'hôpital de La Fontaine pour pouvoir justement garder trace et témoigner, non pas des morts du Covid, mais de pouvoir témoigner de la solidarité qu'il y avait eu entre la ville et l'hôpital. Mi, mé, ma, mo, mu, avec les gestes. Et... Mi, mé, ma, mo, mu. Super. Mi. Ok, ouais, encore.
eu cette idée de venir faire comme ça, proposer un temps de respiration et de chant. Et finalement, il y a eu l'idée qu'il y avait des soignants, y compris qui n'avaient pas été malades, mais qui avaient bien envie de chanter ensemble, de faire quelque chose ensemble et de proposer comme ça un espace un peu de détente, évidemment, de souffle, de respiration, de joie, beaucoup, de beauté aussi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ça nous a beaucoup soutenus pour les vagues suivantes. On a chanté avec les masques, chanté dehors. Maintenant, on chante sans les masques. Et du coup, la chorale, elle a été comme un fil rouge qui permettait de pouvoir se soutenir d'un moment à l'extérieur de la difficulté, à l'extérieur de la mort, de la maladie, de la gravité, et en même temps un extérieur où on était quand même ensemble, entre collègues, et qui a, à mon avis, fédéré et permis des choses très soutenantes. On y va, donc c'est vraiment, on enchaîne comme ça. Senakla di Ramanaman, Senakla di Tuhamila, Senakla di Tuhamila, Stekio aitos keton rota, Piosa fente Romanaman, Piosa fente vitimpi, Piosa fente vitimpi. Che sen creni nero naki Senakla di Ramanaman, Ok, c'est juste. Il faut vite reprendre. Voilà, c'est ça que je veux dire. On va le refaire, d'accord. Oui, il faut l'anticiper un petit peu plus. Encore une fois. Après, c'est pareil, quand les gens nous applaudissaient, c'est très touchant. Hein, c'est très touchant. Nous, on a eu des familles qui venaient nous apporter à manger dans les étages, dans l'hôpital entier. Hein, je parle en réanimation, on a eu des familles qui nous rapportaient à manger, des gâteaux, des fruits. Quand on sortait le matin, on avait certains de la direction qui étaient là, qui remerciaient l'équipe de nuit, ou le matin qui nous souhaitaient bon courage. C'est vrai que c'est des gestes qui touchent et une fois que ça s'est fini, voilà quoi, on retourne comme avant quoi, comme si de rien n'était. Alors qu'il y a autant de boulot dans les services, on est pareil, hein, pas plus de personnel. Et après on a une grosse période où ça a été compliqué parce que tous les gens qui se soignaient pas, les dialysés, les patients psy, les patients comme cardio, avec différentes pathologies, voilà, on est retourné dans une vague, ok pas Covid, mais autant de travail que la période Covid. Avec moins de personnel, parce qu'on a quand même du personnel qui est parti, parce que ça a été très dur pour certains, et puis une grosse fatigue pour tous, quoi. Mais on n'a pas eu le temps de se poser. On n'a pas eu le temps de souffler. Et donc, les mois qu'on suivait derrière, c'était aussi lourd que la période Covid, mais moins de décès. Et nous, on voyait que plus ça allait, on est passé de 18 patients Covid à 17, 16, et ça nous soulageait de voir qu'on avait de moins en moins de patients Covid. Puis on a les familles qui sont revenues, les enfants, parce que nous, dans la réanimation, je travaille, les enfants sont autorisés. De la vie, quoi, qui est revenue, quoi, de mettre que des masques chirurgicaux, ça soulage aussi, de plus s'habiller comme si, on allait attraper je ne sais quoi. Donc ça nous a beaucoup soulagé tout ça. Voilà, on s'est dégagé en même temps que la tenue.
Et après, je pense que nous aussi, ce qui est très difficile à Saint-Denis, comme je vous dis, c'est une population qui est très précaire. Moi, je reste convaincue qu'on ne meurt pas pareil dans le 93 ou à Paris 16e, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, ici, la mort est difficile pour tout le monde. Mais en plus de ça, il y a une précarité autour qui est énorme. C'est-à-dire qu'il y a la mort et leur précarité, une famille qui reste dans une détresse absolue. Vraiment. Et c'est ça plutôt qui est difficile que de... Mais après, voir les décès ou autre, je pense qu'à ce moment-là, on avance. Moi, en tout cas, j'avançais, je ne réfléchissais pas. Et après, c'est aussi ce tampon de se dire, d'accord, lui est parti, mais en fait, là, ça se termine bien. Vous voyez, par exemple, moi, papy, de 83 ans, moi, il m'a toujours donné du baume à mon cœur. Sur d'autres décès, par exemple, de me dire, il y a des gens qui en sont décédés malheureusement, et puis il y en a d'autres quand même qui ont réussi à... Et en fait, je pense que cette balance, elle est importante. Sur ce moment, je pense. Après coup, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez eu, comme c'est arrivé à d'autres, un espèce de contre-coup de vous dire, là, j'en peux plus, faut que je m'arrête un peu là? Ah oui. Moi, je me suis même posé la question. Mais en fait, ce qui est fou... c'est que je ne me suis pas posé cette question-là pour ce qui s'est passé. Je me suis posé cette question-là dans tout ce qu'on entendait de nos chers politiciens. C'était ça, moi. Quand la vaccination est arrivée, en fait, on nous a marché dessus. Mais clairement, moi, j'avais eu cette sensation qu'on a été des paillassons. Et en fait, eux, ils essuyaient leurs gentils pieds du haut de leur beau trône doré, en fait. Moi, c'est ça. Et je disais à mon mari, même à ma mère, je disais, je crois qu'en fait, je vais déposer ma blouse. Mais ce qui est fou, c'est que je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je sais pas, je fais fleuriste, qu'est-ce que je sais ? Je sais pas faire d'autre chose que de mes 10 doigts. C'est ça qui est fou. Mais ouais, à un moment donné, je me suis dit peut-être qu'il est temps de passer à autre chose, de faire autre chose. Et en fait, on sait pas faire autre chose. Moi, en tout cas, je sais pas faire autre chose. Mes patients, les familles, tout ça, c'est notre vie, c'est notre quotidien, c'est notre... Et je me suis dit, en fait, que si on lâche tous, en fait, on les lâche eux aussi. On les lâche eux, on lâche notre future relève aussi. Sinon, on laisse tomber, qu'est-ce qu'on va leur dire ? Pourquoi ? Voilà, ça a été compliqué, ça a été difficile, mais il y a eu de belles choses aussi dans tout ça. Ça a rapproché l'humain, je trouve, à l'hôpital. On a vu les choses autrement. Il y a eu une telle solidarité ici, des particuliers. Je parle même plus de... Vous savez, il y avait eu ce truc avec Hanouna, ou je sais pas quoi, qui avait livré des repas... Voilà, un truc très télévisé. Mais moi, je vous parle de particuliers, de gens, des gens comme vous, comme moi, qui nous préparaient d'énormes plats de couscous, de tagine, qui nous faisaient monter ça dans les étages, une solidarité. Des fois, on dit la banlieue, mais en vrai, la vraie vie, elle est ici. Hein. Et des gens peut-être qui avaient beaucoup moins, hein, parce que ça a créé une énorme précarité aussi chez les gens. Quand on travaille plus, mais qu'on touche déjà pas grand-chose, quand on se retrouve avec nos enfants à la maison, on nous montait tout ça. À boire, à manger, mais il fallait une quantité astronomique. Ah ouais, la vraie vie, c'est ici, hein. Notre banlieue, c'est une richesse extraordinaire. Hein. Il faut juste laisser le montrer, en fait. Il faut juste se laisser nos yeux voir les choses. Mais c'est ici que ça se passe. Ça, c'était magnifique. Est-ce que c'est ce qui vous donne de la force aujourd'hui pour continuer ? Ouais, carrément. Ouais. Nous, on a des patients, même dans ce service-là, c'est ça aussi l'hôpital. C'est des gens qui viennent, qui se battent pour leur santé, qui ont des traitements extrêmement lourds ou qui sont dans des annonces terribles de cancer ou de autres. Et malgré tout, ils arrivent et vous disent « Ça va, vous ? Et vos enfants, ça va ?» Toujours. Ils n'oublieront jamais votre prénom, même pas ceux de vos enfants. Dans les yeux. Ouais. Dans les... Bah non, mais c'est parce que je me souviens pas exactement des dates. Oui, mais c'est voilà, fait pour. Oui, bon, non. Je sais. Vas-y, je pense. Et peut-être ça peut rejoindre aussi l'idée d'où vient ce groupe, groupe multiculturalité. Alors, c'est un groupe qui est né maintenant il y a quelques années à l'hôpital. Et l'idée, c'était de réfléchir à nos pratiques. Donc, ce soit un groupe déjà ouvert à tous les soignants de l'hôpital. Alors, on a du mal, parce que les soignants ont du mal à trouver un temps pour se poser, pour faire autre chose que le soin. Cette idée de l'efficience, bien sûr, le patient en premier, il n'y a pas de problème, mais cette espèce de débordement du travail empêche le médecin de se dire « Bon, je me prends 1 heure, 1 heure et demie par mois pour pouvoir... » effectivement me poser et pas être dans l'action, mais plutôt dans la réflexion.
l'idée du groupe vient de... C'est important de réfléchir quand même, parce qu'on a affaire avec l'humain. On soigne des gens, des personnes. C'est passionnant, mais ce n'est pas facile. Et c'est quand même important, je pense, de pouvoir se poser et réfléchir à nos pratiques. Et pourquoi multiculturalité ? Parce que c'est un hôpital où la multiculturalité, c'est un peu le label, la marque de fabrique. Donc il y a des soignants qui viennent de différents pays, différentes cultures et différentes langues, et il y a des patients, autant. Donc, en quoi ça change à distance de 3 ans de reparler de quelque chose qui s'est passé, c'est toujours très intéressant parce que on peut voir avec un peu plus de lucidité ce qui a été fait et du coup pouvoir apporter un regard critique. C'est un peu l'objectif aussi pour pouvoir s'améliorer. Et si jamais on devait être confronté à revivre, je ne dis pas la même situation, mais des situations qui peuvent ressembler à ça, faire trésor de ce qu'on a appris et pas juste traverser le temps et passer d'une vague à l'autre, un moment à l'autre, d'une année à l'autre, et puis après faire comme si tout cela ne s'était pas produit. Il y a un côté que je pense est important, personnel, de pouvoir aussi réélaborer quelque chose qui est quand même à tout du traumatisme. En fait, il y a peu d'espaces à l'hôpital qui permettent de poser comme nécessaire le fait de s'asseoir et de réfléchir. Il y a le groupe multiculturalité, il y a le comité local d'éthique, on essaye de faire aussi un peu ça. Et effectivement, c'est très difficile d'avoir de la participation, comme si le fait de penser ce qui nous animait, ce qu'on fait auprès des patients, ce qu'on fait avec l'institution, c'était pas du travail. Sur la façon dont le groupe multiculturalité s'est saisi de la question des rites, moi, ça me semble vraiment très important parce que, effectivement, l'hôpital a vécu un traumatisme avec la première vague, à mon avis, un traumatisme très important. Et finalement, la succession des vagues n'a pas vraiment permis de pouvoir se poser à un moment donné et penser quelque chose d'un travail collectif, d'une part de mémoire, de témoignage, et d'autre part ce qu'on peut souhaiter, ce qu'on peut viser, en tout cas quand on est psychologue et notamment du côté de la psychanalyse, c'est qu'il y ait une transformation de l'expérience et espérer pouvoir la dépasser. Voilà, on parle de sublimation, et moi il me semble que ce groupe, de façon symbolique, puisque effectivement c'est très peu de personnes à l'hôpital, mais il existe et prolonge et même incarne cette transformation de l'expérience. Et il y a un endroit à l'hôpital où pendant 2 ans, des soignants se sont réunis et ont pensé l'expérience qui avait été vécue, et ça me semble très important. Alors, moi, il y a un mot qui me vient en tête, c'est le mot humain. Je pense que ce groupe et cette réflexion qu'on fait sur nos pratiques, comment accompagner au mieux les patients, ça reste sur un principe qui est autour de la recherche de faire bien, de faire mieux, de réfléchir à ce qu'on fait exactement pour aider un autre humain. On parle beaucoup, je trouve, en ce moment d'intelligence artificielle, de pas mal de choses qui pourraient, en termes de performance, supplémenter l'humain largement, probablement. Ce qui, je trouve, est intéressant dans ce groupe, c'est rechercher et réfléchir à comment faire mieux pour aider quelqu'un d'autre en face. Pour avoir travaillé dans d'autres endroits, dans d'autres hôpitaux, il y a quand même une grande liberté qui est donnée via ce groupe. C'est assez exceptionnel, surtout sur des sujets qui sont potentiellement controversés, comme la laïcité ou la multiculturalité en général. Ça peut être des sujets qui sont un peu compliqués. Et là, on prend le parti de se dire, on va étudier, on va réfléchir sur ce sujet-là, au lieu de souvent l'occulter ou le laisser un peu de côté. Voilà, on a besoin d'en discuter. Moi, je parlerais de nécessité. L'existence et la participation à des espaces comme ceux-là, moi, me semble nécessaire pour pouvoir travailler à l'hôpital,
pour pouvoir continuer à travailler à l'hôpital. C'est de plus en plus difficile pour des tas de raisons. Les choix politiques qui sont faits et qui nous amènent à expérimenter de plus en plus de difficultés. Et voilà, on sait que notre groupe, par exemple, qui s'occupe de penser la question de la multiculturalité, quand on voit que là, la question de l'AME et potentiellement de l'aide médicale aux étrangers est remise en cause, c'est des choses qui peuvent atteindre nos capacités de travailler avec nos patients. Et que donc, dans des moments de crise et dans des moments parfois de désarroi, il me semble que c'est dans ces lieux-là qu'on peut trouver de la ressource et de la respiration pour continuer de venir travailler tous les matins. Oui, barbare je suis, oui j'aime le canon, la mitraille dans l'air, ami dans son. Regarde à vous, voici les lions, le tonnerre de la bataille, au-dessus de nous, amis chantons, la danse des bombes, regarde à vous, voici les lions, le tonnerre de la bataille, gronde sur nous, amis chantons. Je trouve ça trop beau. Et c'est lui qui les a fait pendant, voilà, tu vois son nom, Noureddin Gelouli. Et pendant son hospitalisation, il a dessiné tout ça. Pour vous infirmières ou médecins, personnel d'entretien, je vais vous offrir ce petit rien, un poème pour égayer votre quotidien, vous qui êtes des héros, qui pensez nos mots avec des mots et des soins. Je vous ai croqué pour un peu d'amour ce dessin. Noureddin Gelouli. Et il est devenu quoi, Noureddin Gelouli? Il est sorti, mais après, je n'ai plus entendu parler. Je ne l'ai pas revu, il n'est pas revenu par la suite. Enfin, je ne crois pas, mais moi, j'oublie. J'oublie vite. Mais je n'ai pas de mémoire. Enfin, si, j'ai beaucoup de mémoire, mais je les oublie, les patients, après. Je fais de la place. Et donc là, il a écrit tous les noms des filles qui étaient là. Nassira, Nahinda, Mariama, Marie, Ouley, Paola, Mariana, Christopher, Vincent, Antoine, Farida, ça c'était les internes, Antoine, que je t'ai dit, est parti. Farida, la secrétaire hospitalière. Inès, une infirmière qui est partie. Janine, une infirmière qui est partie à la retraite. Marie, qui est toujours là, notre aide-soignante. Folemata, une infirmière qui est partie. Et puis après encore Wassila, notre secrétaire hospitalière. Secrétaire médicale, Elisa, moi, et puis Ulysse, notre interne, Isabelle, notre aide-soignante, celle qui prépare le petit déjeuner de ouf, d'enfer, et Rita, voilà, notre aussi une collègue, voilà. Je pense qu'il les a vraiment imaginés, parce que tu vois, ils ont les têtes de manga même, non? T'as pas l'impression? Je l'avais jamais vraiment observé comme ça, et aucun ressemble à aucun de nous, quoi. Du coup, je pense qu'il nous a fantasmé et ça fait manga, je trouve. Et donc, vous avez l'air de guerrier un peu quand même. Oui, alors ça, c'est l'imaginaire collectif. Hein. Nous, on n'aime pas trop, nous les soignants, ça. Alors, je reviens sur ce discours de Macron. Nous sommes en guerre, ça m'a saoulée. Comment souvent on a pris cette métaphore de la guerre, de la bataille, alors on l'utilise beaucoup pour le cancer, mais là c'est devenu quelque chose qu'on utilise à tout va. Mais bon, ça, cette image comme ça, on l'aime pas trop, voilà, de héros en fait. Parce qu'après ça renvoie à quelque chose d'extraordinaire. Je trouve que c'est pas bien pour les personnes qui portent ça à eux. Parce que c'est pas que flatteur, c'est aussi beaucoup de poids sur les épaules. Moi, je trouve ça pas juste. En plus de ça, c'est pas la réalité. Et en plus, en fait, c'est comme si les héros interviennent dans des circonstances spéciales, alors qu'en fait, l'hôpital a besoin de soignants et de travailler dans des bonnes conditions tous les jours. C'est vous qui démarrez. La rôdeur de la poudre qui se mêle à l'encens, ma voix frappant la voûte et l'orgue qui perd ses dents. Sur nous, amis, chantons. La nuit est écarlate, trempez-y vos drapeaux aux enfants de Montmartre.
des bombes, garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis, chantons. La danse des bombes, garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis, chantons. Oui, mon cœur, je le jette à la révolution. Traversée. Épisode 6, Sublimé. Musique originale, Pierre Chaffanjon. Prise de son et écriture, Sarah Lefebvre. Réalisation et mixage, Brice Andlauer. Avec le groupe Multiculturalité de l'hôpital de Saint-Denis et les soignants. Aurélie, Claudia, Elisa, Sophie, Edison, Gladys, François, Malika, Mariana, Stéphane, Sarah, Vasco, Victorine, Pierre, Lucille et Zaya. Merci à Myriam, chef de chœur de la chorale des soignantes. Les témoignages ont été enregistrés dans une démarche documentaire et reflètent la subjectivité des événements à travers le regard des soignants interrogés.